À la une de cette édition d'information, mieux coordonner l'aide humanitaire face aux multiples crises et de remettre l'humanité au centre. Ce sont les principales préoccupations au cœur du premier sommet mondial sur l'action humanitaire ouvert le 23 mai dernier à Istanbul en Turquie. Avec près de 500 000 personnes en situation de détresse, le Cameroun est plus que jamais attentif aux solutions attendues. En économie, l'on interroge ce soir l'impact des foires sur l'économie locale. Il ne se passe un mois dans la capitale économique sans qu'on annonce la tenue d'une exposition vente aux allures de marché périodique. Ces espaces marchands, encore appelés foires, apportent-ils une plus-value au développement du Cameroun? Esquisse de réponse dans un instant. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, bonsoir. Vous êtes sur CamNews 24 et c'est l'heure du journal. Mieux coordonner l'aide humanitaire face aux multiples crises, mais aussi, surtout, de remettre l'humanité au centre. Ce sont les principales préoccupations au cœur du premier sommet mondial sur l'action humanitaire, ouvert le 23 mai dernier à Istanbul, en Turquie, à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies. Occasion également pour la communauté internationale de réfléchir à une meilleure appropriation des enjeux et des capacités humanitaires par les populations frappées des catastrophes naturelles ou de conflits. Avec près de 500 000 personnes en situation de détresse, le Cameroun est plus que jamais attentif aux solutions attendues. Les détails dans cet élément de la rédaction. La présence du Cameroun au premier sommet mondial sur l'action humanitaire se justifie par le fait que le pays est l'objet en ce moment, le terrain d'accueil de nombreuses personnes en situation de détresse humanitaire à cause de l'insécurité chez certains de ses voisins. Il y a d'abord la guerre contre la secte islamiste Boko Haram qui sévit au Nigeria et qui cause de nombreux déplacements de population sur le territoire camerounais. Viennent ensuite les bandes armées qui sévissent en République centrafricaine. Ces situations entraînent donc de nombreux déplacements de population. Les derniers chiffres rendus publics en la matière par le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun font état de la présence de près de 275 000 Centrafricains et près de 73 000 Nigérians. Quant aux déplacés internes, l'on recense près de 170 000 personnes dans cette situation à l'extrême nord, même si une baisse de ceux-ci, en raison des échecs cuisants enregistrés par la secte islamiste du fait des forces camerounaises et des troupes des pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad. Mais l'aspect humanitaire reste préoccupant. Dans un communiqué rendu public il y a quelques semaines, le représentant résident du HCR au Cameroun, Kassim Diagne, estimait à environ 45 milliards de francs CFA les besoins de ces personnes en situation de détresse. Quand on ajoute les autres conséquences, notamment l'insécurité, on peut comprendre les attentes du Cameroun vis-à-vis de la communauté internationale dans une mouvance où de nombreuses actions au plan local sont déjà menées. Parmi la soixantaine de chefs d'État et de gouvernement qui ont pris part au premier sommet mondial sur l'action humanitaire qui s'est refermé ce 24 mai, le président de la République du Cameroun était représenté à cette rencontre par son ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. Autre chose à présent, le ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Jules Dorendongo, a procédé hier à Douala à l'ouverture de la deuxième étape des séminaires régionaux et de formation et de renforcement des capacités des acteurs locaux du processus de décentralisation. Une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs magistrats municipaux du littoral et de l'ouest de Cameroun. Justice Totoum et Benoît Ndogmo. La grande affluence dans la salle de conférence des services du gouverneur de la région du littoral peut témoigner de l'importance de ce rendez-vous. Après l'étape de Yaoundé, il y a de cela quelques semaines, il était temps pour les régions du littoral et de l'ouest de bénéficier de cette remise à niveau. Ce séminaire intervient après 5 ans de transfert effectif des compétences et des ressources de l'État vers les communautés urbaines et les communes. Après ce temps d'exécution, il nous a semblé normal de nous arrêter un moment pour évaluer le chemin parcouru, identifier ensemble les gros défaillements, les difficultés, voir quelles solutions appropriées, pertinentes, idoines on pouvait apporter à ces problèmes pour de meilleures perspectives. Il sera également question de voir dans quelle mesure la décentralisation contribue à l'atteinte des objectifs prédéfinis à travers la mise en œuvre concomitante des ressources budgétaires
transférés à travers la contribution des organismes d'appui et d'accompagnement que sont le FECOM et le PNDP. En outre, il est à rappeler que la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1992 dispose en son article 55 que les conseils des collectivités territoriales décentralisées ont pour mission de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif des collectivités. Ainsi amorcé, l'approfondissement du processus de décentralisation prend corps avec la loi numéro 2014/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes qui transfèrent à ces dernières d'importantes compétences et des ressources appropriées dans les domaines ainsi déterminés par la Constitution. Le transfert de la première génération de compétences a démarré au cours de l'exercice 2010 et s'est achevé en 2015. Ainsi, l'État a alloué aux communes d'importantes ressources budgétaires à hauteur de 178 milliards de francs CFA et a également procédé à un transfert de fiscalité conséquent. Une somme importante à ne pas négliger, d'où l'utilité de ces séminaires de réforme et de mise à niveau des collectivités territoriales décentralisées qui dureront 3 jours sous la houlette de Jules Dorette-Dongo, ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, et dans les mois à venir suivront les autres régions du Cameroun. Parlons à présent de la révolution numérique au Cameroun. En chantier depuis décembre 2009 à partir de Kiossi dans le sud, le projet de déploiement d'un réseau national de transmission par fibre optique a réussi aujourd'hui à relier les 10 régions du pays, plus de 40 départements et plusieurs arrondissements. À ce jour, plus de 6000 km de câbles ont été déposés. Un chiffre qui n'a pas fini de s'allonger, nous dit Sonia Mafouting. La fibre optique est un support physique fin et souple de transmission de données IP à très haut débit. À partir de cette définition, l'on comprend mieux la motivation du gouvernement camerounais à développer son réseau numérique en s'appropriant ce joyau technologique. Grâce à la fibre optique, la vitesse d'une connexion Internet peut dépasser plusieurs gigabits par seconde, tant en émission qu'en réception de données. C'est principalement de cet avantage que profitent les ménages camerounais, meilleure qualité de connexion Internet et à moindre coût, avec d'autres retombées non moins importantes, à savoir la qualité des services de téléphonie, d'Internet et même de télévision. C'est fort de cela que la société d'État en charge de la gestion de la fibre optique Camtel a décidé d'étendre son réseau de couverture. L'entreprise envisage la réalisation de 3 projets qui visent tous l'effectivité d'une économie numérique basée sur des structures capables d'en assurer un bon déploiement. Ainsi, environ 1 million de ménages et 300 000 entreprises et professionnels seront connectés en fibre optique. Pour réaliser un projet d'une telle envergure, la Cameroun Telecommunications s'est entourée d'un groupe américain dont les premiers experts devraient arriver au Cameroun à la fin de ce mois de mai pour finaliser les différents contrats. La firme américaine assistera l'opérateur de télécommunications camerounais à capitaux publics dans la mobilisation des ressources financières qui lui permettront de porter son réseau de fibre optique à 20 000 km, soit le triple de la capacité actuelle qui est de 6 000 km. Ce qui va générer à long terme des avancées considérables dans les domaines de la télémédecine, de l'e-gouvernement ou même de l'e-commerce et bien d'autres. Un réel pas en avant pour le Cameroun en général et la Cameroun Télécommunications en particulier, dont la mission est d'investir sur le réseau d'accès généralisé aux services de télécommunications et de le gérer, une action inscrite dans la stratégie de croissance mise en œuvre par le gouvernement et qui par conséquent bénéficie de la garantie souveraine. Économie à présent, l'ouverture de la foire internationale de Douala pour le développement, initialement prévue ce 24 mai, a été reportée au 27 mai prochain. La nouvelle est de l'honorable Jean-Jacques Ekindi, promoteur du dit événement. Les raisons d'un report, c'est avec Justice Totoum et Benoît Ndogmou. L'ouverture de la foire internationale de Douala pour le développement devait avoir lieu ce 24 mai 2016 par le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Barga à Tangana. Mais compte tenu de l'accord du Premier ministre encore attendu, le promoteur, l'honorable Jean-Jacques Ekindi, s'est vu obligé de la reporter pour le 27 mai prochain. Mais déjà sur le site, les stands sont déjà installés et les exposants attendant patiemment les visiteurs.
Or, si pour certains la FIDD est une opportunité en or, d'autres par contre trouvent le climat encore peu satisfaisant. J'aimerais voir les visiteurs, même si on n'achète pas, ce n'est pas le plus important. L'essentiel est qu'on visite mon stand. Je veux voir des gens visiter et aimer aussi, apprécier ce que je fais. Parce que c'est nouveau, le style que je fais, les tableaux et bien d'autres. Donc pour valoriser la culture africaine, pour montrer mon talent en tant que femme, pour montrer ce que je sais faire. En attendant le jour J, certains visiteurs ne retiennent pas leur curiosité, mais ce n'est pas encore la grande affluence. Alors, que reste-t-il après le passage des foires? Ont-elles un impact positif sur l'économie locale? C'est la question que se pose plus d'un observateur au regard de la multiplication de ces expositions fréquentes au Cameroun. Esquisse de réponse avec Justice Totoum. Il n'est pas sûr que l'organisation des foires et salons d'exposition apporte de l'engrais à l'économie locale camerounaise, surtout lorsqu'il s'agit de l'essor des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. En effet, les entraves à l'impact positif de ces initiatives sont entre autres la multiplicité des exposants exerçant dans le même domaine, offrant des prestations généralement au-dessus de la bourse de la clientèle, les frais d'installation des stands et le transport de la logistique qui gonfle les capitaux d'investissement et par conséquent les prix des produits. En effet, les retombées sont lentes, pour ne pas dire négligeables, compte tenu du fait que certains sites abritant même les dites foires sont généralement, de par leur emplacement, peu accessibles. Cependant, pour certaines foires, à l'instar de la FIDD organisée à Douala, les promoteurs trouvent que le motif de ces expositions n'est pas d'avoir un impact direct sur l'économie, mais plutôt de créer un espace de communication entre les entreprises et la clientèle. Cette approche lève une autre problématique, celle d'une communication pré- et post-exposition. En effet, si les foires impactent peu l'économie locale, c'est aussi en raison du manque de suivi de potentiels clients qui prennent attache avec les exposants. Et ces derniers, pour certains, changent parfois d'adresse et deviennent difficilement repérables. En somme, une panoplie de tares qu'il faudra corriger si les salons et foires économiques doivent produire les résultats escomptés. En sport, la tanière des Lions indomptables du Cameroun, en préparation des rencontres contre la France et la Mauritanie, s'illustre une fois de plus par quelques incohérences entre la convocation des invalides, l'indiscipline des préférés et l'appel à la rescousse des oubliés. Le sélectionneur belge Hugo Broos semble encore à la recherche des clés de son autorité au sein de l'équipe nationale Fagnon. Davantage de précisions avec Colin Bécatal. À quelques jours de sa rencontre amicale contre la France et du match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017 qui l'opposera à la sélection mauritanienne, l'équipe nationale du Cameroun brille une fois de plus par son instabilité. De la dernière liste des joueurs convoqués, la tanière a fait l'écho de sa nouvelle maladresse. Ancré salive, coule sur l'appel à la dernière minute du gardien de but Idriss Carlos Kameni. Les interrogations ne portent surtout pas sur la qualité du joueur qu'il est. Bien qu'il soit revenu d'une blessure, le sociétaire de Malaga en Espagne reste une valeur sûre au sein de l'équipe Fagnon du Cameroun. Comme tout bon joueur, il va sans dire qu'il soit bel et bien remplaçable. Mais que le champion olympique soit réduit au rang de ceux qui comblent des trous causés par quelques indisciplinés présumés, l'on a envie de remuer un passé lié à son implication au problème qu'a connu la tanière entre les années 2010 et 2011. André Onana, remplacé par Kameni, est un exemple, on espère, du rétablissement à long terme de la discipline au sein de l'équipe nationale. Passer outre l'autorité du sélectionneur est intolérable. Mais il aurait peut-être été mieux qu'Hugo Broos, dans ce cas précis, use de sa fermeté en tenant compte du tact. Avoir attendu que le gardien de but camerounais de l'Ajax d'Amsterdam rallie la France pour lui déclarer son désaveu sonne comme une humiliation. Un autre cas de figure de l'amateurisme dans la tanière, la convocation de Benjamin Mokanjo. L'on s'interroge sur le pouvoir qu'a le sélectionneur belge sur l'équipe Fagnon, dans la mesure où ce dernier a sollicité les services de l'attaquant de Lorient alors même qu'il le sait blessé. La difficulté à avaler cette pilule a levé un pan de voile sur Mbila et Tamé d'Antalyaspor en Turquie qui remplace Mokanjo. Kameni,
Onana ne sont qu'une suite de l'épisode de la non-sélection de Stéphane Biya et autres Marvin Matip, d'un feuilleton encore plein de rebondissements. Voici à présent l'essentiel de l'actualité internationale de ce 24 mai et c'est avec nos confrères de l'AFP. C'est la confrontation entre le gouvernement et les opposants à la loi travail. Les forces de l'ordre ont débloqué mardi matin l'accès à la raffinerie de Fos-sur-Mer, mais d'autres sites comme le port de Saint-Nazaire ont été bloqués à leur tour. François Hollande et Manuel Valls ont affiché leur fermeté, mais les opposants réclament toujours le retrait du texte. Les Palestiniens rejettent des pourparlers directs avec Israël. Le Premier ministre Rami Hamdallah a rejeté la contre-offre israélienne à l'initiative française de conférence internationale, jugeant que son homologue israélien Benjamin Netanyahou cherchait à gagner du temps. L'étau se resserre autour de Google en France. Une perquisition a été menée mardi dans les locaux parisiens du groupe dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale. Le fisc français réclamerait 1,6 milliard d'arriérés d'impôts aux géants américains. Les victimes du 13 novembre, reçues pour la première fois par la justice. 6 mois après les attentats de Paris, les premières victimes ou leurs proches ont été entendues mardi après-midi par les juges chargés de l'enquête. Une rencontre qui intervient alors que Salah Abdeslam refuse pour l'instant de parler. Attentat oblige, la sécurité sera renforcée cette année sur le Tour de France. Pour la première fois, des gendarmes du GIGN seront postés sur le parcours. Au total, 23 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés pour la Grande Boucle qui partira le 2 juillet du Mont-Saint-Michel. L'Archange aura alors retrouvé sa place au sommet de la célèbre abbaye. Pendant 2 mois, la statue de 1897 a été restaurée et redorée dans un atelier près de Périgueux, où de fines feuilles d'or lui ont été apposées une à une. C'est sur ces images de la statue de l'Archange restaurée et qui va retrouver sa place au sommet du Mont Saint-Michel que se referme ce journal. Et merci à tous de nous accorder votre préférence au quotidien. Bien le bonsoir.